Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la tant redoutée étape des chemins blancs, cette étape numéro 9 qui fait peur depuis la présentation du parcours de ce Tour de France. Eh bien elle est enfin là et on va voir un petit peu ce qui va se passer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris et votre grosse cote du jour, ce que vous pensez également de ce qui peut se passer dans cette étape. Je pense qu'il y aura un sondage où je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous pensez que cette étape sera un flop et puis est-ce que l'échappée peut aller au bout? Je pense que ce sera les deux questions du côté du sondage. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Si vous voulez me soutenir, deux solutions, soit vous avez les moyens et vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font, et puis sinon, eh bien, vous pouvez cliquer le plus rapidement possible sur les notifications et sur les miniatures des vidéos. On commence tout de suite avec cette étape numéro 9. Première étape de l'histoire du Tour de France avec des chemins blancs, en fait pas vraiment, parce que si on regarde de plus loin l'histoire du Tour de France, en 1903, faut pas croire que toutes les routes étaient goudronnées, il y avait des chemins, ce qu'on appelle aujourd'hui du gravel, en fait c'était les routes traditionnelles en France. Donc bon, les premières étapes de l'histoire du Tour de France avec des chemins blancs, c'est pas vraiment le cas si on regarde les premiers Tours de France, mais bon. C'est Christian Prudhomme qui des fois, c'est comme lors de la première journée où vous avez, pas Christian Prudhomme, vous avez, enfin si un peu Christian Prudhomme, mais surtout Alexandre Pasteur qui dit c'est la première étape la plus dure de l'histoire du Tour de France. Non, dans les années 1910-1920, on avait des gros morceaux en début de Tour de France. Ça va être une étape compliquée déjà au niveau organisation pour ASO, parce qu'avec les élections législatives, c'était absolument pas prévu. Donc il faut faire le maximum pour éviter de fermer certaines routes, pour éviter de bloquer le plus longtemps possible les bureaux de vote, parce que si vous bloquez une rue où vous avez la mairie d'une commune, bah forcément, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas aller voter. Oui, il faut le prendre en compte. Donc ça peut être un véritable souci. Je ne sais pas si dans la circonscription de Troyes, par exemple, nous n'avons pas un second tour. Donc déjà, en termes d'organisation logistique, c'est un problème. Mais aussi pour les équipes. Parce que nous allons avoir 14 secteurs gravillonnés de 32 km. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des endroits pour changer les roues, il va falloir avoir l'organisation, pour avoir des mécaniciens, pour avoir des membres du staff partout présents sur la journée pour être en capacité de dépanner les coureurs en cas de crevaison. Mais la particularité, c'est qu'on aura des secteurs de 4 km. Un secteur de 4 km, si vous crevez au départ, eh ben, ça peut être vraiment un long chemin de croix cette journée. On va avoir des écarts, parce qu'il va y avoir des rebondissements. Moi, je suis convaincu qu'il va se passer des choses. Pas forcément parce que les coureurs le voudront au départ en début de journée, mais parce que des gros vont se faire piéger. Imaginons Pogačar, imaginons Vingegaard, imaginons Remco et Evenepoel ont une crevaison sur cette étape, ont eu un problème mécanique. Je ne pense pas qu'on va les attendre sur cette étape-là. Autant sur d'autres journées, on les aurait attendus, autant là, on va se dire... Oh, c'est un coup du siècle, on va rouler très fort. Et je pense que, comme les fameuses étapes de pavé où Roglic était refait des 1000 épaules et ce genre de choses, je pense qu'il va y avoir forcément de la fatigue. On arrive aussi au bout d'une semaine de course, 10 jours de course, avec un départ qui a été costaud. Alors même si la fin de cette première semaine on a eu un petit ventre mou, ça a été beaucoup moins rapide, il y a quand même eu de la difficulté. Plus... le fait qu'il y a des leaders qui vont se faire piéger, c'est sûr. Il y a 32 km de gravier, 32 km de gravier sans qu'il y en ait un qui a une crevaison, ça serait un miracle. Donc je pense qu'il va se passer beaucoup de choses sur cette étape. Et surtout, en fait, elle arrive à un moment où on est fatigué. La première semaine est toujours compliquée parce que c'est quand même 10 jours de course. Ensuite, on va enchaîner que 5 jours d'affilée à chaque fois, avant les journées de repos. Là, on enchaîne 10 jours de course, donc c'est ça qui fait la difficulté, c'est ça qui ne va pas être évident. Du côté du dénivelé positif de cette étape, on est quand même en Champagne, 2033 mètres,
C'est la 12e étape dans ce classement. Donc je crois que c'est une place derrière l'étape d'hier à Colombey-les-Deux-Églises, avec seulement 4 points à récupérer du côté du classement de la montagne et pas de seconde de bonification. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On commence tout de suite par le parcours de cette journée. Donc encore une fois une journée de 199 km avec 14 secteurs, c'est-à-dire un peu plus de 32 km de chemin gravier, en sachant que vous voyez que la plupart seront quand même dans les 100 derniers kilomètres de cette étape. 12 des 14 secteurs seront dans les 100 derniers kilomètres. Au programme également 4 côtes de 4e catégorie, dont certains qui sont au sommet des difficultés gravier. Particularité, vous voyez, je suis avec la carte de l'organisateur, c'est la carte que vous pouvez retrouver sur le site du Tour de France. Pro Cycling Stat avait les secteurs mais pas dans le bon ordre, et les autres cartes n'étaient pas beaucoup plus précises. Voilà, donc j'ai été obligé de faire de cette manière. Mais je vous donnerai quand même des informations supplémentaires sur chacun des secteurs qui sont classés avec des étoiles. Ça va de 3 étoiles à 1 étoile, 3 étoiles étant donc les secteurs les plus compliqués, 1 étoile étant les secteurs les plus simples. Voilà. Du côté de la réglementation de cette épreuve. On commence avec le premier secteur, le secteur de Bligny à Bergère. Beaucoup de secteurs, c'est des noms d'une commune à une autre. Le secteur de Bligny à Bergère, il fait 2000 mètres avec un pourcentage moyen qui est de 0,7%. Donc vous voyez, on est sur un secteur qui va être très plat. Secteur dont l'arrivée sera à 151 km 700 de l'arrivée. Alors, ce sont des chemins qui sont quand même moyennement larges. Il faut savoir qu'on a assez peu d'images, on va dire, des secteurs et de l'approche des secteurs. Normalement, là, on doit arriver d'une départementale assez large, puis ça se rétrécit ensuite. Pourquoi on a assez peu d'images? Parce qu'en fait, il n'y a pas de photo Google Maps des secteurs. Donc, on a assez peu d'informations sur les différents secteurs. Donc ça, c'est au kilomètre 151,7 pour la fin de ce secteur. On enchaîne ensuite avec une côte de 4e catégorie, la côte de Bergère, 1,7 km à 5,2 de moyenne. On arrive à Bar-sur-Aube, qui était le lieu, la plaque tournante de l'étape des filles. On est vraiment dans le même secteur que du côté du Tour de France Femmes. Lors de la première édition, on avait eu également une course de chemin blanc. Et puis ensuite, on est sur le chemin blanc de Baroville, chemin blanc qui fait 1200 mètres, qui est catégorisé 3 étoiles, ce chemin de Baroville, avec un pourcentage moyen à 6%. Le sommet sera à 132 km de l'arrivée, un secteur qui me semble en plein milieu des vignes, donc pas très large, mais là encore difficile de vous donner des informations supplémentaires. On arrive donc ensuite dans la deuxième côte de 4e catégorie de la journée, cette fameuse côte de Baroville, 2,8 km à 4,8%, avant le sprint intermédiaire de Fontette, qui sera au kilomètre 83,5, c'est-à-dire encore un peu plus de 100 km de l'arrivée, ce secteur de sprint intermédiaire. Je rappelle qu'au jeu aussi, on est sur une étape où il n'y aura pas de sprint bonification, ce qui aurait pu être le cas à la sortie d'un des derniers secteurs de mettre un sprint bonification, mais ce qui n'a pas été conservé par les organisateurs. On arrive au secteur numéro 12, qui est le secteur des hautes forêts, secteur de 2400 mètres avec 0,9% de moyenne, arrivé à 102 km de l'arrivée. Secteur 2 étoiles, donc secteur classé au niveau de difficulté intermédiaire pour cette section. Que dire, ça a l'air d'être un peu plus large que le précédent, mais bon, encore une fois, on a l'air d'être sur une surface qui semble pas super propre là sur la photo que j'ai, mais bon, peut-être pas la meilleure photo. 10 km après, le secteur numéro 11 de Polizy à la Selle-sur-Ours. Alors là, c'est un secteur assez long, c'est pas le plus long de la journée.
Secteur de 3429 mètres, 2,9% de moyenne de pente, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment en prise en faux plat montant. C'est au kilomètre 93,8 que sera l'arrivée, et ce chemin est classé 3 étoiles, c'est-à-dire le niveau de difficulté le plus important, mais ce n'est pas le secteur le plus long du parcours. On poursuit après ce secteur 11 avec une côte, la côte de Val-Frion, de km 2 à 5% de moyenne, qui est la troisième côte de la journée. Et on enchaîne avec le secteur numéro 10. Secteur numéro 10 qui sera le secteur le plus long de la journée, secteur de Loches-sur-Ours à Chassenay, 4272 mètres avec un pourcentage moyen à 2,7%. Secteur classé 3 étoiles. Là, sur la photo que j'ai, on a l'air d'avoir des gros cailloux, presque. Enfin, c'est un secteur qui est beaucoup moins propre que le précédent. Le précédent, ça ressemble vraiment au secteur qu'on a en Toscane. Là, on a l'air d'avoir beaucoup plus des gros gravillons, presque des petites pierres, des petits cailloux. Voilà, beaucoup plus sur le parcours. Ce secteur est à 80 km de l'arrivée. On peut déclencher les hostilités à partir de cet enchaînement de secteurs. Parce que là, on est sur des secteurs qui sont très longs et surtout, on est sur des secteurs qui s'enchaînent à 12 km près avec en plus une bosse entre les deux. Secteur numéro 9 qui lui sera au kilomètre 67,1 à l'arrivée. C'est le secteur du plateau de la côte des Barres, 2242 mètres. Avec un secteur en descente, moins 1% de pourcentage moyen. Ce secteur qui sera une étoile seulement et qui dure 2200 mètres. Secteur qui est après la dernière côte du jour, normalement. Qui est après la dernière côte du jour, qui est la côte de Chassenay, 3 km à 4,3% de moyenne. Ensuite, on a le secteur numéro 8, qui est le chemin blanc de Thieffrain à Magnan, 3923 mètres. Donc c'est le deuxième secteur le plus long, avec un pourcentage moyen de 1,7%. On est à 58 km de l'arrivée. 10 km après, c'est le secteur 7, secteur de Brielle-sur-Barze, 2174 mètres. Légèrement en descente, 47,1 km de l'arrivée. Le secteur 8 est un secteur 3 étoiles. Le secteur 7 n'est plus qu'un secteur 1 étoile. Et là, on enchaînera pas mal de secteurs 1 étoile, avec notamment le secteur suivant qui sera 14 km après. Et à partir de là, on va avoir donc des secteurs qui vont s'enchaîner très rapidement. Le secteur de Rue du Paradis, 1200 mètres, à 0,9% de pourcentage max, 33,3 km de l'arrivée. Pour les pourcentages et les données supplémentaires, je me suis basé sur les informations du site Vélo Futé. Vous pouvez les retrouver sur internet avec l'analyse du parcours de cette 9e étape. Le secteur numéro 5, il est à 30 km de l'arrivée, donc 3 km après, c'est le secteur de Frénois-le-Château à Clairet, 1800 mètres. Là aussi, un secteur plat. Nous sommes à 30 km de l'arrivée. C'est également un secteur 1 étoile. Le secteur numéro 4, encore 1 étoile, 1500 mètres. Également un secteur assez plat, une pente de 0,6%. Et lui, il est 6 km après le secteur de Frénois-le-Château. Nous serons à 24 km de l'arrivée. Et en fait, le secteur de Verrières s'enchaîne avec le secteur numéro 3 quasiment. Il y aura assez peu de pauses entre ces deux sections. Le secteur numéro 3, qui est le dernier secteur 1 étoile de la journée, il fait 1900 mètres. Et là, il sera à 21 km de l'arrivée. On arrive au secteur numéro 2. Les deux derniers secteurs sont des secteurs 2 étoiles. Ce secteur numéro 2 de Montolin à Rouilly-Saint-Loup. Alors là, j'ai une photo. C'est vraiment hyper étroit. C'est-à-dire que là, si c'est la réalité de ce chemin, on est dans la forêt, mais vraiment en pleine forêt, ce qui n'était pas du tout le cas des autres secteurs qui sont plutôt dans des zones dégagées, donc soit des champs, soit des vignes. Là, on est en pleine forêt, donc la visibilité sera compliquée. Et surtout, on est sur une section qui a l'air d'être hyper étroite sur la photo que j'ai, 2237 mètres à 16,7 km de l'arrivée. Et surtout, le dernier secteur, le secteur de Saint-Part au Tertre, 3037 mètres, secteur 2 étoiles, à la limite du 3 étoiles, 9 km 600. Là, c'est dégagé, mais là aussi, on est sur une route qui a l'air d'être très étroite dans ce final et surtout
l'arrivée de ce dernier secteur est à moins de 7 km de l'arrivée. Donc on arrive voilà, dans une zone où on est dans le final de cette dernière étape, de ce dernier chemin blanc. Donc ça, il faut le prendre en compte. Surtout que le final ne sera pas non plus sur des routes faciles. Si vous regardez la petite carte, alors j'ai quelques informations sur la route, mais comme c'était pas sur Google Maps au niveau de la route de cette 9e étape, bon, c'était difficile de voir l'état des routes voilà, avec Vélo Viewer où j'avais peu d'informations. Le final dans 3 est très technique, notamment avec pas mal de rétrécissement dans cette rue-là. Là, on est sur des rues qui sont très très étroites. Ce grand changement de direction, donc avec cette chicane, là on serait aux alentours de 4300 mètres de l'arrivée. Un rond-point à 4000 mètres qu'on pourra prendre des deux côtés. Ensuite, on est sur une belle avenue qui va nous emmener quasiment à 2000 mètres. Une grosse intersection juste avant les 2000 mètres. Hein. On est à 2200 mètres de l'arrivée. Ensuite, on est sur une grande courbe qui nous emmène à la flamme rouge. Petit rond-point à contourner par l'extérieur sous la flamme rouge quasiment pour la dernière ligne droite où on aura une sorte de légère chicane. On verra quand même la ligne d'arrivée, mais on aura une légère chicane. Ça sera aux alentours de 150 mètres à peu près de l'arrivée. Voilà, 200 mètres de l'arrivée. On regarde un petit peu du côté de cette étape le patrimoine de cette journée. On commence du côté de Troyes. Et Troyes eh bien, est assez connu pour son centre historique, connu notamment du côté de cette étape pour les maisons à colombage. C'est un peu la spécialité de Troyes, les maisons à colombage et tout le centre historique. Vous avez ces maisons à rapon de bois ou à colombage qui sont caractéristiques de la région. Vraiment, l'intérieur de Troyes est composé de pas mal de petites routes, de rues, et c'est quand même une ville magnifique parce que selon The Good Life, eh bien, ça fait partie des villes les plus, le top 10 pardon, des villes les plus romantiques au monde. Donc si vous voulez draguer, si vous voulez pécho, c'est le meilleur endroit. Mais voilà, beaucoup de rues à colombage et vous voyez, ce sont des maisons qui sont magnifiques dans tout Troyes. Ce n'est pas le seul endroit à voir à Troyes. Vous avez également la cathédrale qui est la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, construction entre 1212 et le XVIe siècle. C'est un style bien entendu gothique qui remplaça un édifice du Xe siècle, ruiné par un incendie. Et la construction fut longue et mouvementée. On commence par l'édification des chapelles et ensuite on va construire jusqu'en 1450 pour voir l'évêque Louis Raguier reprendre le chantier jusqu'à son achèvement. Il fait ainsi édifier les travées occidentales de la nef jusqu'au clocher porche du XIIe siècle, qui sera finalement démoli au XVIe. Donc ça veut dire qu'on repart encore sur des nouvelles modifications. Alors la tour nord dédiée à Saint-Père s'élève lentement, mais la tour sud dédiée à la première est dédiée à Saint-Pierre, la deuxième à Saint-Paul, ne voit jamais le jour. En fait, la façade demeure donc inachevée et la foudre va faire de sérieux dégâts au XVIIIe siècle, qui va détruire la flèche et la toiture. Et sous la Révolution, les grandes statues des portails sont détruites et ne sont connues que par des documents anciens. Importante restauration à partir de 1840 pour rénover notamment l'intérieur de cette cathédrale. Vous voyez l'intérieur de l'édifice désormais. Et les vitraux, restauration des vitraux notamment. Voilà. Donc c'est quand même pas mal à l'intérieur. Monument historique depuis 1862, donc magnifique édifice. On poursuit avec le parcours. Alors, il n'y a pas énormément de choses à voir sur le parcours, mais on passe par la commune de Laubressel, qui a connu une grosse bataille en 1814, et la principale armée coalisée du maréchal Charles-Philippe de Schwarzenberg, qui monte une triple attaque sur l'armée française du maréchal Étienne Macdonald. Les forces françaises dirigées également par le maréchal Nicolas-Charles Oudinot, qui subirent le poids des combats. Et les Français abandonnèrent Troyes à ce moment-là et se retirèrent vers l'ouest à la suite de cet affrontement qui a été un petit peu une débâcle. On poursuit
du côté des différentes choses à voir, eh bien, deuxième élément à voir sur cette étape, c'est à Géraudot, sur le territoire, se trouve le lac d'Orient, troisième plus grand lac artificiel de France, après le lac de Der-Chantecoq et le lac de Serre-Ponçon. C'est l'un des 4 grands lacs de Seine qui furent conçus dans le but de protéger Paris des inondations. 23 km² mis en service en 1966. Voilà pour ce lac magnifique. Et puis, bien entendu, on n'en parle pas encore, mais on est sur le territoire du Champagne. On passera dans pas mal de grands crus du Champagne, notamment à Bligny, notamment là sur la photo, vous voyez à Baroville, qui sont des lieux de fabrication du champagne. Donc le cépage champenois, c'est 90% de pinot noir, 2% de pinot meunier et 8% de chardonnay, ce qui fait ce goût inimitable. Mais ça, je ne peux pas vraiment vous en parler parce que je ne bois pas d'alcool. Donc on poursuit également avec un nouvel édifice. C'était à Essoye. Je ne sais pas si ça se prononce de cette manière. Alors attendez, je retrouve le kilométrage. À Essoye, c'était avant. C'était au kilomètre 89,6. Eh bien, c'est le village de Pierre-Auguste Renoir, le peintre. En fait, c'était surtout le village de sa femme, Aline Charigot, qui en fait était née dans la région. Donc son mari, Pierre-Auguste Renoir, le peintre, avait décidé d'y venir avec leur fils, Jean Renoir, qui était cinéaste, avec l'acteur Pierre Renoir, qui était un comédien, bien entendu, et le céramiste Claude Renoir, famille très connue dans le monde de la culture. Ce château a été, l'ancien château d'Essoye a été acquis et aménagé au 19e siècle par les frères Herriot, propriétaires des grands magasins du Louvre, et devenu une école et une bibliothèque. C'est dans ce château que Virginie Herriot, première championne olympique française de voile, passa une partie de son enfance. Voilà pour les informations supplémentaires. On rappelle les Jeux Olympiques, ça sera à partir de fin juillet. Et sinon, pas d'autres informations sur ce parcours autour de Troyes, qu'on est sur la même ville de départ, la même ville d'arrivée. La météo pour cette étape, eh bien, le ciel sera nuageux sur le parcours en boucle de cette étape, avec légèrement du vent qui sera plutôt défavorable sur la fin, entre 15 et 25 km/h. C'est un vent de sud-ouest, qui soufflera. Donc vent de sud-ouest, il tapera comme ça. Donc non, favorable, sur la phase de retour et défavorable sur la phase aller. Voilà, pour aller du côté de Troyes. Et du côté des conditions de météo, ça sera nuageux, entre 20 et 22 degrés, pas de pluie. Par contre, pendant la nuit, la veille, on aura quelques gouttes de pluie, donc les secteurs pourraient être toujours légèrement humides, même si avec 20 à 22 km/h, ça devrait sécher légèrement. On regarde tout de suite l'histoire du Tour de France. On n'en a pas parlé également lors de la présentation du parcours, mais c'est aussi un défi logistique pour les équipes, bien entendu, parce qu'il faut des roues, il va falloir énormément de roues, mais parce qu'il faut changer le matériel. Quel vélo on va utiliser? Est-ce qu'on utilise des vélos de montagne, des vélos plutôt aéros? Quelle section on va utiliser? Quel braquet on va utiliser? Ce sont des journées où le matériel et le changement de matériel ne va pas être évident. Alors du côté de Troyes, d'habitude, dans l'histoire du Tour de France, on est quand même plutôt habitué au sprint. C'était le cas notamment avec la victoire de Marcel Kittel. Ça, c'était en 2017. On en a déjà parlé il y a quelques jours. Il y a eu également la victoire d'Éric Zabel. Ça, c'était en 2000 sur le Tour de France, qui s'était imposé face à Robbie McEwen et Jeroen Blijlevens, le néerlandais. Alors je connaissais pas ce coureur, parce que c'était avant que je regarde le cyclisme. Coureur qui est maintenant directeur sportif chez Lidl Trek, et qui était passé notamment à la Lotto Adecco, à la TVM, qui n'était pas la meilleure équipe au monde au niveau dopage. 4 étapes sur le Tour de France, 5 étapes sur le Tour d'Espagne et 2 étapes sur le Tour d'Italie également. Donc ça fait partie des coureurs qui ont remporté sur les 3 grands tours, et notamment un doublé d'étapes sur le Giro et la Vuelta en 99, et un doublé Vuelta Tour de France
que ça soit en 96 et en 98, il avait réussi à remporter des étapes sur ces deux courses, et même en 95 également, vainqueur du Shell d'Eprage, 4 jours de Dunkerque, il avait remporté 4 étapes également sur cette épreuve, Noceur-Corceux, ou encore une étape du Tour de Romandie en 99, dernière année qui avait été compliquée. Ça fait partie des coureurs qui ont pris leur retraite sur un Paris-Roubaix, ce qui n'est pas vraiment habituel. Mais les dernières saisons étaient quand même pas évidentes pour le coureur néerlandais. On a eu également une étape du Tour de France 2005 qui partait de Troyes pour aller à Nancy, une étape de 200 km qui avait été remportée par Lorenzo Bernucci devant Vinokourov et Robert Förster, le sprinter allemand. Bernucci et Vinokourov qui avaient réussi à sortir dans les 900 derniers mètres de cette étape. Une journée qui avait été marquée par l'abandon de Claudio Corioni. Voilà. Et puis bien entendu, il y a eu une étape des chemins blancs du côté du Tour de France Femmes. On passait du côté de Bar-sur-Aube, où on passera aujourd'hui. Vous pouvez toujours retrouver le débrief même de cette étape sur la chaîne. C'était lors du Tour de France 2022, avec notamment une Mavi Garcia qui avait fait un petit peu du n'importe quoi sur son changement de vélo. Alors à Troyes, on a déjà eu aussi pas mal d'étapes qui sont passées par Troyes sur les derniers Tours de France. Donc, autant vous dire que voilà, c'est compliqué de parler des différents coureurs parce que Armand Das Cuevas, on en a déjà parlé, du coureur français les précédentes années. Un coureur français mort en 2018 qui a notamment remporté le Dauphiné Libéré et la Classica San Sébastien. Armand de Las Cuevas, très bon grimpeur, le coureur français, qui avait arrêté sa carrière même en 99. C'est vrai qu'il avait arrêté assez jeune sa carrière, et en 98, il avait eu des bons résultats, notamment sur la route du Sud. Ce Dauphiné, il n'avait pas fait le Tour de France, il avait fait le Tour d'Espagne cette année-là. Voilà, donc si vous voulez des informations. Et puis l'autre coureur, enfin les autres coureurs, c'est la fameuse famille Simon, Jérôme, François et Pascal Simon. François Simon qui notamment remportera une étape du Tour d'Italie et fera 6e d'un Tour de France en 2001. À l'époque, il était chez Bonjour. Jérôme Simon qui lui remportera une étape du Tour de France en 1988, et Pascal Simon qui lui aussi remportera une étape du Tour de France, mais en 1982 à l'époque, vainqueur également du Tour de l'Avenir 81, 3e du Dauphiné en 82. Voilà pour ces 3 coureurs et pour cette famille qui a marqué le cyclisme français. Du côté de la stratégie, c'est compliqué de dire quelle stratégie on va avoir. Ça va être un gros foutoir. Moi, je suis persuadé qu'il va y avoir du bordel sur cette étape. Il y a des coureurs qui, déjà, vont mieux s'en sortir que d'autres au niveau technique. Il y a des coureurs qui pensent être en difficulté et qui vont au final ne pas être en difficulté. Difficile de savoir en fait si l'échappée peut aller au bout ou non. Ça dépendra de qui se fait avoir et à quelle distance de l'arrivée. Est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi une situation de contre ? C'est-à-dire, imaginons, bon voilà, dans les derniers, on a Vingegaard qui se fait avoir, on a Remco Evenepoel qui se fait avoir, Pogačar, Pidcock sont dans le bon premier groupe. Mais ça se regarde un peu, ça va un peu moins rouler, parce que UAE demande à Ineos de rouler, Ineos ne veut pas rouler, donc UAE décide de rouler un petit peu moins fort. Ça peut donner des opportunités à des coureurs qui ne sont pas dangereux au général de partir en contre. Et là, ça peut être très intéressant également. Donc on peut avoir beaucoup de scénarios différents sur cette étape, entre une échappée qui va au bout, un sprint en petit comité. Enfin voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Parce qu'on se souvient que la dernière fois, on a eu une étape avec des pavés qui s'attendait à ce que ça soit Simon Clark qui s'impose, avec notamment un sprint face à Edouard Bastogne. Je pense pas grand monde. Du côté de mes favoris, je tente Pogačar, bien entendu, les Strade Bianche les a déjà remportés. On sait que c'est un terrain où il peut faire des écarts. Il peut peut-être tuer la course. Imaginons, il prend 5 minutes, 6 minutes d'avance sur Vingegaard, qui a une crevaison qui n'est pas du tout à l'aise sur ce terrain-là. Vingegaard, il ne connaît pas les chemins de terre. Donc ça peut être un avantage. Van der Poel, oui, dans un sprint en petit comité, s'il attaque à 15 bornes, 20 bornes de l'arrivée, on peut aussi se retrouver dans une situation où il est face à Pogačar et Pogačar décide de lui laisser la victoire en alliance parce qu'il va collaborer avec lui. Donc ça peut être aussi une situation. Tom Pidcock, il est à l'aise également dans ces secteurs-là, notamment grâce à ses aptitudes en VTT. C'est un coureur qu'il ne faut pas
être négligé, surtout qu'il est en plus assez long en général également. En grosse cote, Valentin Madouas, que ça soit en échappée ou qui tenterait également comme Pidcock dans un groupe de compte, c'est un coureur qui n'est pas dangereux. Les gens m'ont l'air plutôt d'être pas mal pour Madouas. Donc c'est un coureur également qui sait très bien se débrouiller sur ce type de terrain. J'ai pas mis Romain Grégoire, au départ j'avais mis Romain Grégoire, mais comme il a tenté de partir en échappée hier, je me suis dit ouais, je le sens moyen. Du côté du programme télé, je vais y arriver. Départ fictif 13h15. Le premier secteur à 151 km de l'arrivée entre 14h35 et 14h41. Bon, moi je lui dis, il faut presque être là au moment du premier secteur. Il faut presque regarder cette étape en intégralité, je pense. Fontaine, le sprint intermédiaire à 115 km de l'arrivée entre 15h22 et 15h31. Le secteur 10 à 80 km de l'arrivée entre 16h06 et 16h20. Le secteur numéro 7 à 47 km de l'arrivée entre 16h49 et 17h07 pour une arrivée prévue entre 17h49 et 18h13. Comme dimanche dernier, c'est une arrivée plutôt tardive qui est prévue. C'est-à-dire que les coureurs vont arriver, il y aura très peu de débriefs sur France Télé parce qu'ensuite, ça sera la soirée pour les élections législatives. Eh bien, nous, on se retrouve ce soir, 21h, pour faire le débrief de cette étape. Demain soir, également 21h, pour faire le débrief de cette première semaine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!